j'avais l'impression que j'étais très bête. Parce que, en fait, lorsque tu quittes le Cameroun, lorsque tu quittes Guayaquil étant parmi les meilleurs, je suis arrivé ici, je te dis que bon, que en général, on dit que au pays, l'école est trop dure et que non, ici, en France, l'école est facile et tout. Donc, tu es avec un certain ego, je te dis que bon, tu vas arriver, tu vas jaillir. Maxé, tu vas jaillir. Oui. Donc, dès lors que le premier jour, je me rappelle le premier jour, on a vu un type de traitement de signal. Je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien. J'ai l'impression que les bourses de Paris-Saclay, ça sourit beaucoup plus aux physiciens. C'est pas que ça sourit beaucoup plus aux physiciens, c'est juste que les gens des autres filières, honnêtement, ils ne sont pas tellement au courant. Parce que comme on dit souvent, le peuple souffre manque d'informations. Si tu n'as pas l'information, comment est-ce que tu sauras qu'il y a un bourse et que tu peux postuler? Tu ne sauras pas. C'est pour ça. Là, par exemple, si on parle d'Ursule, elle faisait chimie, elle se demandait si il y avait la bourse en chimie. Je suis allé sur le site de Paris-Saclay, j'ai vu. Je lui ai dit que regarde, il y a la filière chimie, donc postule. Et c'est comme ça. Elle a obtenu. Elle a obtenu. Et là, c'est la question qui fâche. Naturellement, en tant que bon scientifique qui a fait une terminale C, après le bac, j'ai fait le concours de Polytech. C'est normal. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu le concours de Polytech. Et donc, je suis allé faire une année de physique en Guayaquil en me disant qu'après cette année de physique, j'allais refaire le concours de Polytech. Pas de plus, et bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Technicien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nidel Dylan, qui est un ex-boursier de Paris-Saclay et aujourd'hui, il est en deuxième année de doctorat. Donc, il va nous partager son expérience, son parcours, comment il a fait pour obtenir la bourse Paris-Saclay, ainsi que les opportunités qu'on peut avoir après avoir obtenu après la formation de Paris-Saclay. Et aussi, il va nous partager son expérience de doctorant, comment il a fait pour transiter directement en thèse après sa formation à Paris-Saclay. Donc vraiment, je vous prie de liker d'abord la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez. Et si vous avez des commentaires, laissez les commentaires ou bien rejoignez la chaîne WhatsApp avec le lien, soit en description, soit en commentaire de cette vidéo. Alors, on se voit tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter en retraçant un peu ton parcours académique avant l'obtention de la bourse IDEX, s'il te plaît? Ok, déjà bonjour et merci pour cette présentation. Moi, c'est Nidel Dylan, comme déjà présenté. Pour à peu près donner une idée sur mon parcours académique avant l'obtention de la bourse IDEX de Paris-Saclay. Alors, j'ai eu mon bac C en 2017 au lycée bilingue d'Ekounou et Yaoundé. Et donc, après mon bac, je me suis directement orienté vers la physique à l'université de Yaoundé 1 parce que naturellement, j'ai toujours aimé la physique depuis le lycée. Et donc, à l'université, j'ai fait licence 1, licence 2, licence 3 de physique fondamentale parce que j'aimais la physique. Après cette licence 1, j'ai fait un master 1 en sciences des matériaux, toujours à l'université de Yaoundé 1. Et justement, pendant le master, on avait des aînés des années précédentes qui nous avaient parlé des bourses à l'international. Et donc, il y a un de nos aînés qui était en quelque sorte notre mentor et qui nous aidait pour la procédure pour obtenir la bourse en question. Quand je dis aider, c'est beaucoup plus donner les astuces, beaucoup plus expliquer comment postuler, etc. Parce que la bourse, c'est un truc qui n'est pas très connu. Donc, il fallait vraiment connaître quelqu'un qui avait déjà obtenu la bourse pour savoir que ça existait. Donc, en gros, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu as eu une formation de physique au Cameroun. J'ai une formation 100% physique au Cameroun. De la licence 1 jusqu'au master, ce n'était que la physique.
Ok, donc ça veut dire que tu as fini ton master en physique au Cameroun. J'ai fini mon master 1 en physique parce que c'est l'année après le master 1 que j'ai voyagé. Je n'ai pas fait le master 2 au Cameroun. Ok. Et tu dis que comment as-tu découvert donc la bourse IDEX? En fait, comment j'ai découvert la bourse IDEC? J'ai une amie qui connaissait un aîné qui avait eu la bourse IDEX l'année d'avant nous. Et comme j'étais assez proche de Mhm. mon ami, lorsqu'elle faisait les procédures pour postuler pour la bourse, elle m'a aussi parlé de cette bourse-là. Et donc, en quelque sorte, on a postulé pour la bourse IDEX ensemble. Et heureusement, on a tous eu la bourse IDEX ensemble. Donc, nous sommes tous venus Wow. ici en France ensemble. Ton ami et toi? Nous sommes, en réalité, nous sommes quatre étudiants de physique de ma filière qui ont eu la bourse IDEX. Donc, nous sommes tous venus à Paris-Saclay ensemble, à quatre. Mhm. Et avant d'arriver à l'université, tu n'avais pas fait les concours, tu n'es pas passé par d'autres écoles de formation ou bien après ton bac, tu es directement arrivé? Là, c'est là, c'est la question qui fâche. Naturellement, en tant que bon scientifique qui a fait une terminale C, après le Mhm. bac, j'ai fait le concours de Polytech. Mhm. C'est normal. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu le concours de Polytech. Mhm. Et donc, je suis allé faire une année de physique à Ngwaikele en me disant que après cette année de physique, j'allais refaire le concours de Polytech. Mhm. Et donc, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais pendant le concours de Polytech que j'ai fait après mon année du bac, c'est là que j'ai véritablement compris que les concours n'étaient pas faits pour moi. Donc, après cette année-là, j'ai arrêté de faire les concours parce que j'ai été témoin d'un truc assez très flagrant dont je ne peux pas en parler. Mais Ouais, après ça, j'ai préféré arrêter les concours et me concentrer sur la physique. ouais, on se comprend. On se comprend. Ok, ok. Euh, et donc, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire, qu'est-ce qui t'a convaincu ou motivé à postuler à la bourse Paris-Saclay? Alors déjà, je travaillais sur une filière qui était assez scientifique. Mhm. Comme j'ai mentionné précédemment, je travaille sur la physique, sur la science des matériaux. Et le souci, c'est que dans cette filière-là, pour aller loin, il faut vraiment essayer c'est pas mal, mais essayer de quitter le Cameroun parce que en termes d'infrastructure, en termes d'équipement pour poursuivre dans la science, c'est pas trop ça au Cameroun. Donc, il fallait vraiment bouger. Parce que pour pouvoir aller Mhm. plus loin dans ce domaine-là, il faut vraiment faire des expériences concrètes Mhm. et ce n'était pas vraiment le cas au Cameroun. Ok. Et est-ce que avant la bourse IDEX, tu avais déjà postulé à d'autres bourses avant ça? Mon année de master, j'avais aussi postulé pour la bourse QMAT de l'Université de Strasbourg et j'avais aussi eu cette bourse-là. Donc, en quelque sorte, mon année de master, j'avais eu deux bourses et j'ai choisi la bourse de Paris-Saclay. Parce que déjà, Paris-Saclay, c'est la meilleure université en Europe continentale et c'est l'une des top universités dans le monde. Ouais. En plus, l'argent de la bourse aussi, on va pas se mentir. Ok, 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 ok. Et, et vraiment, puisque j'ai déjà invité Usu sur cette chaîne Oui. pour... Elle a vraiment déjà développé comment la bourse IDEX se passe, tout ça. Donc, toi et moi, on va aller plutôt dans un autre pan pour ne pas dire la même chose, tu O- vois. Donc, Ok, pas de souci. oui, oui. Donc, ce que tu vas faire juste maintenant, c'est tu vas juste nous développer quelques étapes concrètes de ta candidature. C'est-à-dire comment tu as fait pour monter au dossier, comment tu as fait pour déposer ta candidature. Oui, là, on va se concentrer là-dessus et après, on va passer à autre chose. Donc, vraiment,
Est-ce que tu peux nous donner quelques étapes concrètes de ta candidature? Ok, la première étape de la candidature, c'est naturellement l'ouverture des candidatures. Parce que pour l'Université de Paris-Saclay, il y a une plateforme qui s'appelle Inception Université Paris-Saclay. Et donc, en gros, autour du mois de janvier, février, lorsque le site est accessible, tu peux à peu près voir les différentes formations pour lesquelles tu peux postuler et tu peux voir les dates d'ouverture des candidatures. Et donc, en général, lorsque tu identifies la date, ce qu'il faut faire, c'est préparer ton dossier à l'avance, de telle sorte que dès que la candidature est ouverte, tu soumets ton dossier pour être sûr d'être parmi les premiers dossiers à être traités. Et donc, en général, pour un dossier de candidature, c'est à peu près classique. Lettre de motivation, CV, expérience que tu as déjà fait, que ce soit les stages, principalement dans le domaine pour lequel tu postules, tout ce qui a un lien avec le domaine pour lequel tu postules. Parce que c'est un plus pour ta candidature, ça te permet de te démarquer des autres. Et particulièrement lorsque tu postules pour l'Université Paris-Saclay et en général pour les universités à l'étranger, il faut aussi montrer que tu as fait des activités extrascolaires parce qu'il ne faudrait pas que ils se disent que non, lui, il est 100% école. Non, il faut aussi montrer que tu as fait des activités extrascolaires. Donc, que ce soit peut-être que tu as été dans un groupe, peut-être une chorale, un groupe de chant, un groupe de danse. Ça aussi, ça peut rapporter un plus dans ta candidature pour te démarquer des autres. Et donc, comme je l'ai dit, il y a CV, lettres de motivation. Et ce qui est important aussi, c'est lettres de recommandation. Parce que, en quelque sorte, il faut avoir de bonnes relations avec les professeurs qui t'ont enseigné. Parce que la lettre de recommandation, ça pèse aussi énormément. Et donc, naturellement, lorsque tu as déjà monté ton CV, ton dossier avec CV, lettres de motivation, lettres de recommandation, activités extrascolaires, stages, etc., lorsque les candidatures sont ouvertes, tu soumets directement ton dossier. Je me rappelle, pour notre candidature, bon, vu que je l'avais fait avec mes amis, on l'avait soumis à 8h30, c'est-à-dire on s'était réveillé à 7h le jour que les candidatures ouvraient. À 8h30, dès que c'était ouvert, on a tous soumis nos dossiers. Wow. Parce que lorsqu'ils traitent les premiers dossiers, en général, si parmi les premiers dossiers, ils identifient de bons dossiers, ils proposent directement ce dossier-là pour l'étape suivante, qui est la bourse. Parce que lorsque tu postules justement, lorsque tu postules déjà, il faut qu'on accepte ta candidature. Et étant donné que la procédure de bourse, ça se fait assez rapidement, il faut qu'on accepte ta candidature rapidement aussi. D'où l'importance de postuler très rapidement. Et donc, une fois que ta candidature est acceptée, tu attends à peu près 1 semaine ou 2 semaines. Là, c'est maintenant le responsable du master pour lequel tu as postulé qui t'écrit. Il t'envoie un mail disant qu'il a vu que ton dossier était excellent et qu'il souhaite proposer ton dossier pour l'étape suivante, qui est la bourse IDEX de l'Université de Paris-Saclay. C'est pas automatique parce qu'il y a certains qui avaient de bons dossiers et que leurs dossiers n'ont pas été proposés pour la bourse. C'est vraiment sur les détails que tout se joue. Donc, une fois que le responsable de la formation t'écrit pour te dire qu'il veut proposer ton dossier, c'est à toi d'accepter qu'il propose ton dossier ou pas. Au moins, il te laisse le choix. Donc, si tu sais que tu n'as pas besoin de bourse, tu peux dire non, merci. Mais bon, nous, on a tous accepté. Ça, c'est l'ironie. Elle te refuse. Ça, c'est l'ironie, bien sûr. Et donc, on a tous accepté. Nos dossiers ont été proposés pour l'étape suivante. Et donc, l'étape suivante, c'est à peu près le même format, mais en quelque sorte, il te demande de refaire une lettre de motivation, de réajuster ton CV pour le rendre un peu plus pertinent. Il te demande aussi de développer sur ton projet personnel et ton projet professionnel, c'est-à-dire ce que tu veux devenir personnellement et ce que tu veux devenir aussi dans ta carrière. Bon, les deux sont techniquement un peu liés. Exactement. Et donc, la deuxième étape, ça se fait assez naturellement. Là, il donne un délai assez large pour que tu aies suffisamment de temps pour finir ton dossier, pour affûter tes compétences et tout. Les compétences que tu présentes dans ton dossier.
Et donc, ensuite, tu renvoies juste les informations qu'ils t'ont demandé et tu attends. L'avantage avec la bourse de Paris-Saclay, c'est que les résultats sont assez rapidement. C'est-à-dire en jouant, tu sais déjà si tu vas voyager ou pas. Donc, ça te donne une grande marge pour pouvoir préparer ton voyage et tout ce qui va avec. Mhm. Mais, oui, mais est-ce que on ne passe pas par Campus France? L'avantage avec l'université Paris, bon, là je dis avantage, mais c'est entre guillemets. L'université Paris-Saclay n'est pas affiliée à Campus France. Mhm. C'est-à-dire, tu peux d'abord avoir l'admission à l'université Paris-Saclay. Ensuite, tu te diriges vers Campus France pour qu'ils te donnent un document conforme pour t'aider dans ta procédure de voyage. Mais de toute façon, Campus France, c'est le carrefour. Donc, peu importe, tu vas devoir passer par là tôt ou tard. Oui, Mais mais comme est-ce l'université que... Paris-Saclay n'est pas affiliée, Oui, je t'écoute. justement, comme l'université Paris-Saclay n'est pas affiliée à Campus France, tu peux d'abord avoir l'admission à l'université Paris-Saclay, ensuite te diriger à Campus France. C'est en quelque sorte une garantie. Parce que si tu as déjà l'admission à Paris-Saclay, c'est que si tu vas à Campus France, automatiquement, ils vont te faire, ils vont te donner les papiers conformes. OK. Mais est-ce que, même après avoir obtenu la bourse Paris-Saclay, tu passes l'entretien à Campus France? Pour le coup, non. Dès lors que tu as une admission à Paris-Saclay, tu n'as plus besoin de passer l'entretien à Campus France. C'est aussi l'avantage. Ça t'évite ça te permet de sauter quelques étapes. Mhm. Et maintenant, par rapport à la lettre de motivation, est-ce que il y a la lettre de motivation, le projet d'études et le projet professionnel, c'est trois documents à part ou bien tout ça c'est compris dans la lettre de motivation? Tout ça, c'est compris dans la lettre de motivation. Et aussi, la lettre de motivation doit tenir sur une page. Donc, il faut vraiment dire les termes nécessaires. Il faut vraiment impacter ceux qui vont lire ta lettre. Parce que dans la lettre, il faut te présenter ton parcours, dire pourquoi tu postules. Et en quelque sorte, dans toutes ces informations-là, on doit voir que ton projet personnel et professionnel qui sont assez cohérents. Parce que si ce n'est pas cohérent, là, ça joue contre toi, naturellement. Oui, mais Et bon, oui. Et bon, est-ce que je peux parler de l'autre bourse que j'ai aussi eu? Parce que là-bas, l'entretien, c'était à peu près, c'était un peu différent. Oui, bon, non, bon, on va y arriver. Je vais te relancer. OK. La question que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as peut-être des techniques pour pouvoir construire, parce que moi, je ne parle pas de rédiger une lettre de motivation, parce que pour moi, la lettre de motivation, c'est le cœur du dossier. Donc, pour moi, quand je parle de je préfère dire construire. Est-ce que tu as peut-être une technique pour pouvoir construire une lettre de motivation vraiment de qualité? Comment est-ce que tu peux, quels sont les sites, ou bien peut-être il faut lire, regarder dans les attentes de la bourse, quelles sont vraiment les informations qu'on doit peut-être réunir pour bâtir vraiment une lettre de motivation de qualité, selon toi? Oui, justement, en général, pour la lettre de motivation, bon, techniquement, c'est lettre de candidature, mais c'est effectivement une lettre de motivation. Et en gros, il y a certains éléments clés que ceux qui lisent ta lettre de motivation doivent retrouver. Déjà, ta présentation doit être claire, c'est-à-dire, dès le début, tu te présentes. Donc, en lisant ta présentation, tu dois déjà savoir à quoi s'attendre, à peu près. Donc, tu présentes l'université dont tu viens. Et en quelque sorte, ce qui est bien, c'est essayer de vanter d'où tu viens. Si tu parles de Ngouaekele, tu dis que c'est l'une des meilleures universités dans la région d'Afrique centrale, etc. Et tu dis le master pour lequel tu postules. Tu dis l'université pour laquelle tu postules. Et naturellement, tu vantes aussi l'université pour laquelle tu postules. Tu dis Paris-Saclay, qui est l'une des meilleures universités dans le monde, qui donne des formations de qualité, etc. Sans être trop lourd, parce que si c'est trop lourd, ça ne sera pas très bien digérable. Et donc, après, tu vas droit au but, tu présentes ton parcours, tu as fait ci, tu as fait ça. Et le plus important, c'est que dès lors que tu présentes ce que tu as fait, il faut que tu montres implicitement
que c'est un lien avec ce pourquoi tu postules. Comme Mhm. ça, en lisant, ils vont voir que c'est très cohérent ce que tu dis et que ton Ouais, parcours est très cohérent avec ce pourquoi tu postules. Donc, tu peux exact. dire que tu as fait ci, tu as fait ça, c'est qui en lien avec ça, ça, et ainsi de suite. Donc, Mhm. après, il faut aussi montrer que tu as des projets, que tu as un plan. Tu peux dire que Mhm. tu vas faire tel master, ensuite tu vas faire ceci, cela, ensuite tu vas faire ci, ci, c'est ça. Ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif final qui est ça. Donc là, tu montres Mhm. que dans ta tête, tu sais exactement ce que tu dois faire pour arriver où tu veux arriver. Et là, Mhm. naturellement, ils vont voir que non, que toi, tu as un projet personnel et professionnel qui est bien établi parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, Exactement. il faut que tu montres que tu sais où tu vas et que tu as les atouts pour atteindre ton objectif. Et ensuite, comme je l'ai mentionné précédemment, ils ne veulent pas des gens qui ne font que l'école. Ouais. Donc, implicitement, en deux, trois lignes, tu peux aussi montrer que en dehors de ça, tu es engagé dans des activités, peut-être la chorale, club de danse et tout. Parce que ici, les activités extrascolaires sont très valorisées. Donc, il faut que tu montres que en dehors de l'école, tu fais aussi des trucs sur le côté, ce qui montre que tu es sociable, que tu interagis avec la société, et ainsi de suite. Donc, ça joue Mhm. aussi beaucoup. Et il faut, si par exemple, dans ton parcours, tu as des distinctions, genre des prix, des fois, il y a souvent certains prix pour valoriser des jeunes étudiants, ainsi de suite. Ça aussi, tu peux mentionner parce que ça te permet aussi de faire la différence entre ceux qui postulent. Parce qu'en général, c'est que sur ceux qui postulent, ils ont de très bonnes notes. Donc, il y a quelques Mhm. petits trucs, activités extrascolaires, prix, distinctions, qui font la différence en général. Donc, OK. en général, dans ta lettre de motivation, il faut essayer de montrer tout cela sans que ça ne soit trop lourd. Parce que si c'est trop lourd, ça ne sera pas facilement digérable. OK. Et oui, mais maintenant, oui, est-ce que tu peux un peu nous donner un bref résumé de l'autre bourse que tu as aussi obtenue à Strasbourg? C'était à l'université, c'était la bourse QMAT, donc Quantum Materials de l'université de Strasbourg. Et là, le processus de sélection était assez différent comparé à la bourse UDEX de l'université Paris-Saclay. Et Mhm. donc, pour l'université de Strasbourg, la première étape, c'était à peu près comme l'université Paris-Saclay. Il y a une plateforme pour les candidatures. Tu soumets tous tes documents, CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, relevé de notes, etc. Tu soumets tout ça. Ensuite, lorsque ton dossier est sélectionné, tu passes à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est un entretien par visioconférence. Et cet entretien-là est assez technique parce que l'entretien, tu le fais face à deux ou trois professeurs de physique de l'Université de Strasbourg. Donc là, c'est beaucoup plus technique parce que pendant l'entretien, en gros, tu te présentes, etc., blablabla. Mais là, vous parlez physique, c'est-à-dire ils peuvent te poser des questions de physique. Peuvent te poser une question, te demander d'expliquer un phénomène physique. Et là, en gros, tu dois gérer. Tu dois vraiment gérer. Et comme ce sont des professeurs de physique, tu peux pas mentir. Donc, si tu manques, ils sauront. Si tu manques, ils sauront. Ouais. Donc là c'est beaucoup j'avais envie de parler de ça parce que c'est beaucoup plus différent parce que pour Paris ça clair en gros il n'y a pas d'entretien par vidéo, tu envoies tes documents, tu écris machin truc, mais là pour la bourse QMAT c'est beaucoup plus technique, entretien par appel vidéo en face de deux ou trois professeurs de physique, donc vous parlez physique vraiment. Oui, mais et la bourse QMAT, c'est pour quel niveau? C'est pour faire Master 1. C'est tout. Là, tu peux postuler pour le Master 1 quand tu veux postuler pour le Master 2. Pareil pour Paris-Saclay aussi. Tu peux postuler pour le Master 1 quand tu veux postuler pour le Master 2. Donc, Et la bourse QMAT, là, ça ouvre généralement à quel moment? je crois que ça ouvre vers, si je ne dis pas de bêtises, peut-être janvier, février. Non, décembre, janvier par là. Dans mes souvenirs, ça ouvre avant la bourse de Paris-Saclay.
OK. Parce que la bourse QMAT, en général, les résultats, ça sort très tôt. C'est-à-dire en mars, tu as déjà les résultats. C'est-à-dire en mars, tu sais déjà si tu vas jouer ou pas. Donc, pourtant, Paris OK. Saclay, c'est en juin, en général. OK. Donc, bon, quand tu dis QMAT, c'est QMAT. Oui, QMAT, c'est QMAT, oui. Quantum OK. Materials. Donc, c'est une bourse beaucoup plus en rapport avec tout ce qui est physique quantique, sciences des matériaux. Bon, en général, c'est... OK. Et la bourse Paris-Saclay que tu as obtenue, c'était pour le Master 2, c'est bien ça? Donc là, je l'ai obtenu pour le Master 1. Bon, j'avais OK. préféré postuler pour le Master 1 parce que... Ouais. parce que déjà notre aîné qui avait eu la bourse avant nous, il avait fait Master 2 au Cameroun, donc il a postulé pour le Master 2. Et honnêtement, on s'est rendu compte que ce serait mieux de postuler pour le Master 1 pour déjà arriver là-bas, avoir les bases du terrain, parce que honnêtement, la physique qu'on fait, c'est pas du tout. Donc, c'était vraiment bien d'arriver déjà sur le terrain, prendre de bonnes bases, pouvoir aborder un master dans de bonnes conditions. Donc, on a préféré aller à Paris-Saclay, refaire le master 1 et ensuite faire le master 2. Et l'avantage, c'est que lorsque tu as la bourse pour le master 1, si tu valides ton année du master 1, la bourse est reconduite sur le master 2. Donc, Et si tu ne bon. Et si tu ne valides pas si tu ne valides pas, tu perds la bourse. Mais honnêtement, si tu viens ici en France, c'est parce que tu veux valider, parce que tu as la rage de vaincre. Donc, bon, il faut se donner les moyens pour valider. Ah, c'est vrai. Et après, l'avantage, c'est qu'il n'exige pas de valider avec une certaine note. C'est-à-dire, ils ne disent pas que non, il faut avoir minimum 12, 13, 14. Dès lors que tu valides, c'est automatique. Donc, si tu valides avec 10, tu pars en Master 2. Justement, même si tu valides avec 10 et que tu pars en Master 2, ta bourse est reconduite. Ouais, mais le problème est que ça va t'affecter après. Oui, ça va t'affecter naturellement, mais après... OK. Après, c'est comme ça. OK. Donc, naturellement, bon, puisque je voulais que puisque tu m'as dit qu'il y avait un aîné qui vous avait aidé, puisque je voulais savoir si tu as eu un accompagnement ou des conseils particuliers sur le processus. Mais tu m'as dit que si tu avais un aîné qui vous guidait, qui vous donnait des conseils, tout ça. Justement, un aîné qui avait déjà la bourse, donc il nous guidait sur toutes les étapes, il nous donnait des conseils. Et en plus, comme on était tous des amis, donc on postulait aussi ensemble, on s'entraidait mutuellement. Oui. Ouais, c'était on s'entraidait mutuellement. Justement, là, en fait, on était vraiment très, très, très solidaires parce qu'on s'aidait ensemble, on s'entraidait ensemble, on faisait des trucs ensemble et au final, on s'est décidé de tout faire ensemble et maintenant, c'est le jury qui va faire son choix. Entre nous, il n'y a pas de concurrence. On s'est décidé de postuler ensemble et après, c'est le jury qui va faire son choix. Et c'est comme ça. Et comme ça, le jury nous a tous pris. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire que tu es allé en France en 2021, 2022. Oui, exactement. Je suis arrivé en France en 2021. 2021, OK. Wow. Oui. Et vous étiez 4 à postuler et vous étiez 11 à retenir vous 4. Oui, nous étions 4 à postuler et on nous a retenu nous 4, oui. Mais pourquoi j'ai l'impression que les bourses de Paris-Saclay, ça sourit beaucoup plus aux physiciens? C'est pas que ça sourit beaucoup plus aux physiciens, c'est juste que les gens des autres filières, honnêtement, ils ne sont pas tellement au courant. Parce que comme on dit souvent, le peuple souffre manque d'informations. Si tu n'as pas l'information, comment est-ce que tu sauras qu'il y a un bourse et que tu peux postuler? Tu ne sauras pas. Oh. C'est pour ça. Là, par exemple, si on parle d'Ursule, elle faisait chimie, elle se demandait si il y avait la bourse en chimie. Je suis allé sur le site de Paris-Saclay, j'ai vu. Je lui ai dit que regarde, il y a la filière chimie, donc postule. Et c'est comme ça. Elle a obtenu.
Et elle a obtenu. Donc, si tu ne postules pas, tu ne sauras pas. Et c'est vraiment dommage parce que lorsque tu vas sur le site de Paris-Saclay, il y a énormément de filières. Il y a énormément de filières qui sont ouvertes. Bon, de toute façon, c'est pour ça que nous, on fait ce travail-ci maintenant. Justement, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Ouais, on fait ça pour informer le maximum de personnes pour qu'ils soient au courant. Surtout les gens qui se débrouillent quand même, qui ont quand même des bonnes notes, qui ont quand même pu avoir des bonnes notes à la fac, qui puissent quand même concrétiser cela, c'est toujours bien. Et justement, parce que ce qui est aussi dommage, c'est qu'en général, ceux qui vont en fac, ils disent qu'ils sont là-bas juste comme ça. Genre, sur le côté, ils font des concours en espérant quitter la fac parce que d'après eux, la fac, c'est le pire endroit où aller. Mais au final, non. Au final, non, c'est pas ça. La fac est tellement valorisée ici en France qu'au final, je te rends compte que non, mais c'est au Cameroun que les gens pensent que la fac, c'est mauvais, alors que non. La fac n'est même pas mauvais du tout. Même ici au Canada où je suis, les diplômes de la fac sont plus reconnus que les diplômes des écoles privées et autres. Exactement. C'est exactement le cas ici en France. Les diplômes des universités sont beaucoup plus reconnus ici que pour les écoles privées, etc. Ok. Donc comme je disais, j'ai déjà interviewé Usul Bissa sur cette chaîne et j'ai aussi interviewé un autre ex-candidat de Paris-Saclay qui s'appelle Donat Monté. Donc, oui. Donc, ils ont bien expliqué la procédure, la demande de visa pour la France, puisque j'ai fait une interview avec lui sur Campus France. Il a expliqué toute la demande de visa de la France, tout ça. Donc, on peut retrouver tout ça sur cette chaîne. Donc, on va juste passer à la prochaine étape directement, qui sont vraiment les défis rencontrés pendant le master à Paris-Saclay, parce que je suis sûr que ça n'a pas été facile. ça, c'est sûr. Donc, directement, on va vraiment essayer vraiment de développer cette partie-là pour que tu puisses expliquer comment ta perception, comment tu as pu vraiment, toutes les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as vraiment su surmonter tout cela, ainsi que les défis culturels de la France, tout ça. Donc, on va vraiment beaucoup développer ça. Donc, une fois à Paris-Saclay, quelles ont été tes premières impressions de façon générale? Ma première impression, c'est que j'avais l'impression que j'étais très bête. Parce que, en fait, lorsque tu quittes le Cameroun, lorsque tu quittes Guayaquil étant parmi les meilleurs, tu arrives ici, je te dis que bon, que en général, on dit que au pays, l'école est trop dure et que non, ici, en France, l'école est facile et tout. Donc, tu es avec un certain ego, je te dis que bon, tu vas arriver, tu vas jaillir. Tu vas jaillir. Oui. Donc, dès lors que le premier jour, je me rappelle, le premier jour, on a vu un type de traitement de signal. Je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien. Parce que c'était un TP de programmation en Python. Et je n'avais jamais fait de programmation Python de toute ma vie. Donc, j'étais en salle de TP. Tout le monde était en train de programmer, d'avoir des résultats et tout. Moi, j'étais devant ma machine. Je ne savais même pas quoi faire. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai eu la claque de ma vie parce que je me suis rendu compte que non, je n'avais pas les niveaux. Ça, c'était le premier jour. Tout premier jour. Wow. Et donc, dans le premier jour, en fait, j'ai eu la claque de ma vie. Parce que je venais avec la rage et tout. Là, je me suis rendu compte que non, faut te calmer. Donc, la première semaine, on s'est rendu compte que, en général, on n'avait pas le niveau. Mes amis et moi, on s'est rendu compte que non, qu'ils avaient. Parce que au Cameroun, nous on fait les équations, c'est-à-dire on traite les exercices sans même comprendre ce qui se passe, théorique. Mais là, en fait, non seulement ils font plus de théorie que ce qu'on faisait au Cameroun, mais en plus ils ajoutent sur ça l'expérience pratique. Donc déjà, mes camarades se sont rendus compte qu'il y a un certain gap entre eux et nous.
Donc, ce qu'on essayait de faire, c'est que, comme en général, il y avait les groupes de TP, etc., on s'est dit que bon, vu que là, nous, on va apprendre, on se met pas ensemble en groupe de TP. Donc, on essaie de se mettre en binôme avec des gens d'un peu partout. Et maintenant, le week-end, mes amis et moi, on se retrouvait ensemble et on travaillait ensemble. C'est-à-dire, en semaine, comme on travaille avec les autres, chacun essaie d'aller un peu à la chasse aux informations. Maintenant, le week-end, on se retrouve ensemble, on travaille ensemble pour pouvoir évoluer ensemble. Et honnêtement, c'est comme ça qu'on s'est soutenu jusqu'à la fin de l'année. On travaille toujours ensemble et tout. Mais honnêtement, au début, ce n'était pas du tout facile. Parce qu'il y avait des trucs qu'on avait... certes, il y avait des trucs qu'on avait vus. Il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vus. En termes d'expérience pratique, on avait presque jamais fait d'expérience pratique au Cameroun. Donc, ici, tout ce qui était équipement, oscilloscope, etc., pour faire des expériences pratiques, tout était nouveau pour nous. Donc, c'est comme si on était des enfants qui apprenaient à marcher, mais qui devaient apprendre très vite parce que il fallait avoir de très bons résultats. Donc, déjà, du point de vue de la physique, ça, c'était la grosse différence parce que il y avait un gros retard à rattraper. Et maintenant, en termes sur le plan social, au début, c'était un peu compliqué de se faire vraiment des amis parce que, en général, on était toujours à quatre Camerounais ensemble à Paris-Saclay, on était toujours ensemble, on mangeait ensemble, etc. Mais après, petit à petit, on a commencé à se faire des amis, on a commencé à se faire des camarades. Et l'avantage, c'est que dans notre master, les gens, ils étaient très chill. Donc, en termes de relationnel, c'était assez simple pour se faire des amis, pour parler avec d'autres personnes. En plus, avec les TP, ça permettait à des gens d'interagir ensemble. Donc, c'était assez chill. C'est vrai que ça a pris du temps. Et c'est vrai que la solitude nous a aussi beaucoup frappé, surtout quand l'hiver commençait à approcher. Des fois, on se sentait seul. On était à trois comme ça, on étudiait. Des fois, on arrêtait les études parce qu'on se sentait seul. On se retrouve en train de parler à trois, de parler de la vie, comment c'est dur, comment non seulement l'école est dure, en plus il y a le froid qui s'ajoute, etc., la solitude, tout ça. Donc, au début, c'était vraiment difficile. Mais l'avantage, c'est que comme on était ensemble, on essayait toujours de se souder, de se tenir les coudes. On mangeait ensemble, on faisait des petites sorties ensemble. On essayait de rencontrer d'autres Camerounais qui étaient à Paris-Saclay aussi parce que, en réalité, il y a beaucoup de Camerounais à Paris-Saclay. Il y en a beaucoup. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on essayait de se tirer vers le haut, de travailler ensemble. Et vraiment, on travaille toujours ensemble, on étudie toujours ensemble. Et c'est comme ça que du début jusqu'à la fin d'année, on s'est toujours tenu les coudes et c'est comme ça qu'on a pu avoir les résultats qu'on a eu en fin d'année. Donc, OK. Donc, ça veut dire que ta première impression que tu as vraiment eue, c'était vraiment que vous étiez bête. Non, ça c'est sûr. Non, on n'était pas au niveau. Okay. Et c'est justement l'erreur que certains font parce que lorsque tu arrives ici, tu arrives avec un certain ego. Tu te dis que bon, au Cameroun, tu étais qu'un certain ego. Tu te dis qu'au Cameroun, tu étais parmi les meilleurs. Donc, quand tu arrives, tu te dis que tu vas tout gérer, tu seras tranquille. Mais au final, tu te rends compte que tu as beaucoup de travail. OK. Et c'est justement, il faut avoir déjà cette honnêteté-là de savoir que tu es en retard par rapport aux autres et essayer de te rapprocher des autres pour apprendre plus d'eux. Parce que si tu restes dans ton coin en disant que non, tu vas gérer seul, tu ne vas pas gérer du tout. Et donc, ça veut vraiment, vous avez la chance que vous étiez 4. Et donc, bon, et vous 4, vous étiez de faire la même filière, le même parcours? Nous 3, en fait, nous étions 4, mais nous étions à 3 dans la même filière et nous avons une autre camarade qui était dans une filière, notre filière. Mais en général, c'est toujours la physique. OK. Donc, et pour la culture, tout ça, bon, quand vous étiez Camerounais, vous vous soutenez, vous étiez tous ensemble, tout ça, puisque
Puisque tu m'as parlé de la solitude tout à l'heure, quand tu parles de solitude, mais vous étiez phase 4-3, comment tu parles de solitude, comment? Ou bien comme tu étais habitué, ou bien comme tu étais habitué qu'au Cameroun, vous devez sortir peut-être le samedi pour aller jouer au football, tout ça, tout ça. Justement, au Cameroun, tu as des amis. Au Cameroun, tu as ta famille. Ça dit, tu rentres à l'école comme ça, tu vois que la nourriture est prête, tu manges, tu as tes parents, tu discutes avec eux. Ici, avec mes amis, quand on parlait de solitude, c'était beaucoup. Quand on était ensemble, c'était bien. Mais maintenant, quand chacun rentrait chez lui, que chacun faisait face à ses propres réalités, seul chez lui, dans son logement, c'est là que la vraie solitude commençait. Donc, Ok, ok. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as failli abandonner ou bien douter de toi? Un moment où j'ai failli abandonner. Moi, particulièrement, pas spécialement. Moi, de nature, je suis quelqu'un de très chill et j'ai toujours une façon de relativiser les choses. C'est-à-dire, si je fais un truc et que ça ne marche pas, je sais que bon, je peux relativiser en faisant un autre truc sur le côté, un truc qui me réussit mieux. Moi, particulièrement, ce sont les jeux vidéo. Donc, en général, quand l'école ne marchait pas, je jouais aux jeux vidéo et là-bas, je m'en sortais très bien. Donc, j'essaie de relativiser comme ça. Donc, après, c'est à chacun de trouver ce avec quoi il réussit à relativiser. Si tu fais un truc et que là sur l'instant, ça ne marche pas, essaye de faire un autre truc où tu t'en sors mieux pour pouvoir rehausser ton moral. Et ensuite, tu reviens faire ce qui t'a dépassé. Et là, en général, ça se passe beaucoup mieux. Donc, Et ce que tu dis là exactement, c'est ça. Hein, parce que parfois, quand tu fais un truc, si la pression, ça n'en donne pas, bon, peut-être c'était comme tu étais sous la pression et autres, ça n'en donne pas. Bon, tu te dis que non, c'est la fin du monde. Mais quand tu peut-être tu rentres, tu dors toi-même. Tu te couches, tu dors, ou bien tu cherches un bon film, tu visionnes. Le lendemain, quand tu reviens, tu refais la même chose. Parfois, ça donne. Justement, c'est ça le truc. Et c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Ça ne sert à rien de venir essayer un truc, ça ne marche pas, tu essaies. Au final, tu perds en temps et en efficacité. Donc, lorsque ça ne marche pas, tu essaies de faire un truc sur le côté où tu t'en sors mieux. Comme ça rehausse ton moral et ensuite tu reviens faire ce qui t'a dépassé. Moi-même, parfois, quand j'arrive au laboratoire comme ça, je fais une expérience, ça ne donne pas. Ou bien, tu as fabriqué un dispositif comme ça, tu as passé peut-être 2 semaines. D'ailleurs, tu peux tester, tu vois que rien ne donne. Je rentre, je dépose d'abord tout ça là-bas, je prends mon ordinateur, je fais mon montage vidéo posé. Le lendemain, ou bien après même 2 jours, quand je recommence, parce que je ne suis pas moi pressé, je ne dis pas que non. Parce que parfois, quand tu es encore trop pressé là, tu gagnes même tout encore seulement. Tu refais encore doucement et ça donne. Bon, ça c'est clair. Et quand tu dis chill, ça veut dire quoi? Je suis un garçon, c'est très relax, c'est-à-dire je ne fais pas de prise de tête inutile, c'est-à-dire je ne peux pas me mettre de pression pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est-à-dire si je fais un exercice et que ça me dépasse, c'est pas comme si en me fâchant ça allait passer. Non, j'essaie de relativiser. Je ne fais pas de prise de tête pour des choses que je sais que je ne peux pas contrôler. Si c'est quelque chose que je sais que je peux contrôler, là je peux m'en vouloir. Mais si je sais que je ne peux pas contrôler, là je laisse plutôt comme ça et c'est la vie. Et là-bas pour l'intégration déjà au niveau de la langue, tu n'as pas eu de problème pour la langue. Oui, on n'a pas eu de souci. Non, mais après pour la langue, il y a l'accent. C'est ici en France que je me suis rendu compte que le Cameroun a un accent. C'est pas pareil du tout. Parce que des fois, quand je parlais, il y avait des personnes qui avaient du mal à comprendre ce que je disais. C'est donc pour ça que des fois, je suis obligé de, comme on dit souvent, je suis obligé de parler un peu, de watiser, oui. Parce que des fois, tu n'as pas le choix. Sinon, si tu parles avec l'accent camerounais brut, ça va pas passer. Ça va pas passer. Ouais. Et, bon, pour ton intégration et autres, bon, tu as eu tes amis avec qui vous appreniez. Et maintenant bon,
Puisque après, pour la soutenance et autres, bon, vous avez peut-être un encadreur. Est-ce que c'était vraiment plus relax en Master 2 pour l'encadrement et autres, pour le Oui, stage de Master? En Master 1, on a aussi fait un stage, mais là, en gros, c'était notre premier stage. Donc, moi, particulièrement, mon stage, je l'ai fait dans le tas, juste comme ça. Mais en Master 2, c'était beaucoup plus relax parce que en Master 2, tu as déjà une expérience de Master 1. Donc, tu sais déjà comment aborder certains aspects du travail. Donc, en Master 2, c'était beaucoup plus relax. Tu as ton encadrant qui te guide sur les travaux que tu fais. S'il y a des trucs à corriger, ton encadrant te corrige. S'il y a des idées, ton encadrant te propose. Si tu as des idées, tu proposes aussi. C'est beaucoup plus relax. Donc oui, c'est beaucoup plus relax. OK. Bon, est-ce que tu as encore d'autres anecdotes durant tes 2 années de formation? Comment d'autres trucs vraiment qui t'ont vraiment marqué à partager? À part le fait que, bon, il y a un grand décalage entre notre formation au Cameroun et la formation en France. Est-ce que tu as d'autres choses un peu d'autres trucs qui t'ont marqué? Moi, spécialement, ce qui m'a marqué, c'est que, en gros, ici à Paris-Saclay, les gens étaient assez solidaires. C'est-à-dire, si par exemple, il y avait un TP avec un compte rendu à faire et que ça dépassait beaucoup de gens, tu pouvais te rapprocher d'autres personnes, même s'ils ne te connaissaient pas, ils essayaient de te débloquer, etc. Et ça m'a vraiment marqué parce que par rapport au Cameroun, où j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rythmé par la concurrence, c'est-à-dire ouais. Au Cameroun, c'est beaucoup plus rythmé par la concurrence. Pourtant, ici, il n'y a pas tellement de concurrence que ça. Ça peut être toi-même qui te mets de la pression pour être en concurrence avec les autres, mais sinon, ici, en général, il n'y a pas de concurrence. Si tu vas vers le premier de la classe et tu lui dis qu'il y a un truc que tu ne comprends pas, il peut t'aider tout simplement, sans prise de tête ou quoi que ce soit. Pourtant, au Cameroun, des fois, les gens, ils ont soit tendance à cacher l'information des autres. Ouais. Si peut-être il y a une épreuve, si peut-être il y a l'eau, les gens, ils cachent au lieu de partager aux autres les petits trucs comme ça. Pourtant, ici, on était tous solidaires. Le but principal, c'était d'apprendre et tout le monde voulait apprendre. Donc, on était tous ensemble. Et aussi, j'avais aussi une dernière question là, sur cette partie. Étant donné que tu avais tellement d'informations que tu devais apprendre tout ça dans le temps en moins de 2 ans, comment est-ce que tu as fait vraiment pour canaliser toutes ces informations? Est-ce que tu prenais beaucoup de notes? Est-ce que tu avais une technique pour pouvoir vraiment compiler tout ça? Parce que j'imagine que tu avais tellement de choses à apprendre au moment. Par exemple, comme tu disais, pour la programmation Python, tu n'avais jamais fait ça. À part ça, il y avait aussi le TP que tu devais te rattraper. Il y avait aussi beaucoup de cours théoriques que tu devais aussi essayer de te rattraper. Parce que généralement, au Cameroun, on nous donne 30% du programme. De chaque... Oui. Est-ce que tu avais une technique vraiment de... Déjà, la confidence que je peux faire, c'est que de toute ma vie, je n'avais jamais fréquenté comme j'ai fréquenté ici en France. Je n'avais jamais fréquenté comme j'ai fréquenté ici en France. Parce que justement, au Cameroun, on donne 30% du programme, donc c'est chill. Tu sais que après le cours, tu rentres là, tu peux visionner, tu manges, tu sors, tu te balades, etc. Tu dors, tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie. Pourtant, ici, tellement que le programme était surchargé, ça m'a coûté beaucoup de week-ends et beaucoup d'heures de sommeil. Parce que les cours, ça commence à 8h45, 9h et ça finit à 17h. Et lorsque tu rentres à 17h, tu as des comptes rendus de TP à faire, tu as des devoirs à la maison à faire, tu as des rapports à faire. Donc, ici, en général, tu as toujours quelque chose à faire. Et c'est justement pour ça qu'ici, en France, dans leur culture, lorsqu'on dit vacances, c'est vacances. Les vacances sont sacrées. Et ils respectent énormément ce qu'on appelle vacances. Parce que lorsque ce ne sont pas les vacances, tu as toujours quelque chose à faire. Donc, en général, déjà pour les TP, mes amis m'ont travaillé les week-ends. Et même en semaine, lorsqu'on rentrait, par exemple, à 17h comme ça, chacun avait à peu près 1h ou 1h30 pour se reposer, pour faire ce qu'il veut faire sur le côté. 1h30, 2h. Et après, on se retrouvait tous ensemble en soirée, on travaillait encore. Des fois, on se retrouvait à travailler jusqu'à aller dormir à 2h, 3h, 4h des fois.
sachant que le lendemain, on avait cours. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Déjà, comme je l'ai mentionné, lorsque nous sommes arrivés, on avait un très grand retard à rattraper et donc, il fallait faire le sacrifice qu'il fallait pour rattraper ces retards-là. Ok. Et donc, j'imagine que tu prenais aussi le maximum de notes possible. Oui, je prenais le maximum de notes. J'ai tellement de papiers sur lesquels j'ai écrit pendant le master et master 2. Et des fois, je faisais des enregistrements vocaux. C'est-à-dire, lorsque je vois que le prof est en train d'expliquer quelque chose de très précis, de très important, je lance un enregistrement vocal. Et lorsque je rentre à la maison, je réécoute. Je réécoute et s'il y a des recherches supplémentaires à faire, je fais des recherches en utilisant ces enregistrements vocaux-là comme base. Et c'est comme ça qu'on a pu gérer. Ah, mais vous avez, ça va dire que pour quelqu'un qui vient là-bas et qui, comme peut-être il y a peu de chimistes là-bas, s'il y a un chimiste, parce que la dernière fois que j'ai discuté avec dans l'interview de Lucie, elle me disait que comme elle est presque seule là-bas en tant que chimiste, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous, comme ça, vous avez déjà des gens qui sont passés devant vous, étant physicien, vous avez quand même beaucoup de connaissances déjà. Mais étant un chimiste qui arrive seul, ça peut être très compliqué. Oui, un chimiste qui arrive seul, ça peut être très compliqué. C'est justement pour ça que il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ses camarades lorsqu'on a des soucis. Il ne faut pas rester dans son coin et se dire que non, tu vas gérer et tout. Nous, comme nous sommes arrivés déjà, nous étions à 4. Et en plus de ça, il y avait 2 ou 3 années qui étaient passées avant nous. Donc, voilà. On avait quand même une certaine base de données, certaines infos, oui, certains fax. Mais en général, ici, les anciennes épreuves ne reviennent jamais. Ça revient très rarement, mais la probabilité est très faible. Ouais, mais tu as quand même déjà au moins une idée de... Oui, là, tu as quand même déjà au moins une idée de ce à quoi tu peux t'attendre. Et oui. OK. Donc, on va donc maintenant passer à la prochaine phase qui sera de nous donner les opportunités et les différentes ouvertures qu'il peut avoir après le master à Paris-Saclay. Si tu peux bien nous partager cela. Donc, bien sûr, dans ton domaine. Donc, parce que bon, mais si tu as aussi, de façon générale, tu peux tout partager, donc ça ne dérange pas. OK. La question que je vais poser, c'est en quoi vraiment ce master à Paris-Saclay a été un tremplin pour toi? Ce master à Paris-Saclay est un tremplin pour moi parce que, bon, déjà, c'est un master qui te donne une double opportunité, c'est-à-dire soit tu peux t'orienter dans tout ce qui est ingénierie, soit tu peux t'orienter dans ce qui est recherche scientifique. Moi, particulièrement, j'ai toujours voulu faire dans la recherche scientifique et notamment faire une thèse de doctorat. Donc, pour moi, ce master-là a été vraiment le tremplin parce que dans ce master-là, en quelque sorte, tu as toutes les bases de la physique et tu as toutes les bases de la recherche aussi. Oui, on va arriver sur cette partie-là, puisqu'il y a une partie dédiée à pourquoi tu as choisi de continuer en doctorat. Donc, on va arriver. Donc, OK. Est-ce que tu as participé à des projets, à des stages ou des conférences durant ton master? Oui, pendant mon master, j'ai participé. Bon, déjà, j'ai fait des stages pendant mon master, stage en laboratoire de recherche, justement, où je travaille sur un sujet bien précis. Et pendant mon master aussi, j'ai participé à une ou deux conférences. Bon, en général, à Paris-Saclay, il y a des conférences qui sont organisées assez fréquemment. Donc, j'ai participé à des conférences où il y avait des chercheurs qui présentaient ce sur quoi ils travaillaient. Il y avait des industriels qui présentaient ce sur quoi ils travaillaient aussi. Et c'était assez intéressant, vu que ça faisait aussi, ça parlait du même domaine dans lequel je travaille aussi. OK. Et maintenant, quelles sont les ouvertures professionnelles ou bien académiques offertes après la formation à ta connaissance? Après le master,
Après le master, tu peux travailler en tant qu'ingénieur d'études. Bon. Tu peux travailler en tant qu'ingénieur d'études. Et j'ai beaucoup de camarades qui ont fait directement après le master. Ils n'ont pas voulu continuer en thèse. Donc, après le master, ils sont directement travaillés en tant qu'ingénieur d'études. Et en général, c'est beaucoup plus l'ingénierie. Si tu veux t'arrêter après le master, c'est beaucoup plus dans l'ingénierie que tu peux faire. Surtout si le domaine dans lequel tu as le master est un domaine assez appliqué. Chose qui est le cas dans mon domaine. Donc, en général, si tu veux t'arrêter au master, tu peux t'orienter en tant qu'ingénieur d'études. Ingénieur d'études, ça veut dire quoi? Ingénieur d'études, déjà, ici, il y a ingénieur d'études et ingénieur de recherche. Ingénieur de recherche, c'est lorsque tu as un doctorat. C'est-à-dire, tu travailles en tant qu'ingénieur et sur le côté, tu peux aussi faire de la recherche. Mais maintenant, ingénieur d'études, tu travailles sur un projet précis où tu utilises une technique précise et tu ne fais que ça, techniquement. OK. Pourtant, ingénieur de recherche, tu peux travailler sur un truc précis, mais en plus de ça, vu que tu as un doctorat, tu peux aussi faire exactement. Ouais, c'est ça l'avantage aussi d'être docteur. Justement. OK. Et est-ce que des entreprises ou bien des laboratoires t'ont rapproché après ton master? Ou bien c'est toi qui dois te rapprocher? Peut-être, puisque tu as soutenu le master, j'imagine. J'ai soutenu mon master, oui. Voilà, oui. Est-ce que durant ta soutenance ou bien avant ça, bon, est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont rapprochées vers toi? Ou tu dis bon. Non, dans mon cas particulier, non. C'est toujours moi qui me suis rapproché que ce soit entreprise ou laboratoire. C'est toujours moi qui ai à me rapprocher d'eux. Mais dans d'autres masters à Paris-Saclay, dans d'autres masters, il y a une journée qui est en quelque sorte une exhibition. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui viennent et qui présentent ce sur quoi ils travaillent. C'est un peu comme une sorte d'atelier. Et en gros, les étudiants ils peuvent voir et s'ils sont intéressés, ils peuvent se rapprocher des entreprises là directement. Donc, c'est quelque chose qui se fait, mais moi, particulièrement dans mon cas, non, ça n'a pas été fait. OK. Et est-ce que tu as quand même observé un impact réel du label Paris-Saclay dans ton CV ou bien dans ta carrière? Puisque c'est la première université vraiment en France, est-ce que tu as vu l'impact de ça? Comme on dit souvent que ça pèse. Non, mais j'ai tellement vu l'impact là. Par exemple, lorsque je vais en conférence internationale, dès que je dis Paris-Saclay, on commence à me regarder différemment parce que le nom est lourd, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, là, présentement, vu que je suis toujours en quelque sorte dans Paris-Saclay, si on peut dire, là, je ne ressens pas réellement l'impact vu que je suis encore dans Paris-Saclay. Mais toutes les fois où j'ai eu à interagir à l'international, par exemple, avec des gens d'autres universités, les gens d'un peu partout, à chaque fois que j'ai dit Paris-Saclay, là, le respect a suivi, en fait. Bon, ça, c'est... Quand tu dis à l'international, ça, c'est durant ton doctorat. Durant mon doctorat. Après, pendant le master, vu que j'ai eu à faire plusieurs candidatures, en général, lorsque j'ai candidaté ailleurs et que on voyait Paris-Saclay, là aussi, j'avais l'impression que ma candidature était beaucoup plus valorisée. Quand tu dis candidater pour faire une thèse? Puis parce qu'après mon master, j'ai eu à candidater à plusieurs endroits pour faire une thèse, oui. Même hors de Paris-Saclay. OK. Non, puisque tu parlais à l'international, ça veut dire qu'après, durant ton master, tu as voyagé ou bien c'est durant ta thèse que tu as voyagé? C'est durant ma thèse que j'ai voyagé. Le master, je l'ai beaucoup plus fait sur place. Donc, OK, en France. OK. OK. Donc, on va donc passer à la quatrième partie. Pourquoi avoir continué en thèse?
vraiment, qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre une thèse de doctorat? Puisque plusieurs personnes s'arrêtent eux en master et ils travaillent. Toi, pourquoi tu as continué en master, en thèse? Moi, particulièrement, j'ai toujours voulu faire une thèse de doctorat, même depuis étant petit, même depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, après mon bac, lorsque je m'étais orienté en filière physique, je me suis dit, bon, là, je vais faire la physique. Sur le côté, je vais faire les concours. Lorsque je vais faire les concours et que ça, je vais faire les concours, mais l'objectif, c'est d'avoir mon doctorat. Donc, lorsque j'ai finalement décidé d'arrêter de faire les concours, je me suis dit que bon, finalement, je vais continuer dans ce que j'aime faire, la physique, et avoir le doctorat. Et je m'étais dit que j'allais avoir mon doctorat au Cameroun, mais de toute façon, peu importe l'endroit, j'allais avoir mon doctorat. Et aussi, pourquoi? Parce que, comme on dit souvent, l'une des fiertés des parents, c'est de voir que les enfants ont fait mieux qu'eux. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire plus que mes parents. Parce que mes parents aussi, ils ont fait l'université, etc. Et moi, j'ai toujours voulu faire un peu plus, tu vois. Donc, moi, particulièrement, j'ai toujours voulu faire un doctorat. Toujours, toujours, toujours. Et aussi, l'avantage, c'est que le doctorat, ça t'ouvre des portes partout. Parce que déjà, c'est un diplôme qui est reconnu partout. Donc, après un doctorat, tu peux, si tu veux, tu peux aller en Antarctique, dis que tu vas faire un truc là-bas et bon. Ouais. Justement, le doctorat, ça ouvre énormément de portes. Le doctorat, c'est la tête, en fait. Justement, c'est la tête. Et surtout que c'est le diplôme académique le plus élevé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. OK. Et bon, je sais pas. Je pense que ton doctorat que tu fais, c'est financé. C'est comme une bourse. Justement, c'est financé, oui. OK. Et comment tu as fait pour donc transiter du master au doctorat directement? Est-ce que, comme tu as dit, c'est toujours à Paris-Saclay? Ça veut dire que tu as dû déposer un dossier à Paris-Saclay ou bien, est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu mieux ça? Oui, bien sûr. Bon, pour faire le doctorat, bon, après ton master, tu as plusieurs opportunités de thèse. Il y a ce qu'on appelle thèse de doctorat financée, c'est-à-dire il y a déjà les financements pour ton projet et en quelque sorte, tu postules auprès de celui qui propose le projet et celui qui retient ta candidature ou pas. Maintenant, dans les thèses financées, il y a ce qu'on appelle thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse qui est en partenariat avec une entreprise. Donc, de la même façon, je travaille avec un laboratoire de recherche, je travaille aussi avec une entreprise et c'est comme ça que ça se fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle thèse pas encore financée, mais pour cette thèse-là, tu peux faire ce qu'on appelle le concours de l'école doctorale. Le concours de l'école doctorale, c'est un concours qui est organisé par toutes les universités, si on peut dire. Et en gros, pour le concours-là, tu fais un concours pour avoir le financement de ton projet de thèse. Moi, c'est dans ce troisième cas-là que je me trouve. C'est-à-dire, j'ai fait le concours de l'école doctorale de l'Université Paris-Saclay. C'était un concours où il y avait 60 candidats et dans mon année, on prenait 6 candidats. Et en gros, pour ce concours-là, déjà, les étapes, tu postules auprès de ton futur encadrant de thèse. Il accepte ton dossier. Ensuite, c'est ton encadrant de thèse qui te forme pour passer le concours. C'est-à-dire, ton encadrant de thèse, il t'entraîne pour que tu partes passer le concours. Et donc, en gros, le concours, c'est en quelque sorte, tu fais une présentation devant une quinzaine de personnes. En gros, tu présentes ton projet de doctorat. En gros, tu vends ton projet. Et donc, s'ils voient que ton projet est pertinent et que ta candidature est pertinente aussi, ils te donnent le financement. OK. Et donc, c'est dans ce cas-là que je me trouve. Oui. Donc, en quelque sorte, j'ai fait le concours de l'école doctorale, j'ai présenté mon projet de thèse. Ils ont vu que mon projet était pertinent et que ma candidature était pertinente. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu le financement pour mon offre de thèse. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence dans ce concours-là? Ce sont les notes ou bien, bon, ce sont des notes obtenues en master?
Déjà, le premier critère pour le concours, là, en général, c'est une note obtenue en master. Moi, particulièrement, j'ai eu de bonnes notes en master, donc je ne me plains pas. Donc, ça s'est déjà joué au niveau de mes notes. Et aussi, j'avais une bourse IDEX qui est aussi très valorisée. Donc, ça aussi joue en ma faveur. Et pour ma présentation, j'avais bien fait la présentation, j'avais bien répondu aux différentes questions. Donc, j'imagine que ces trois éléments-ci ont très bien joué en ma faveur. Et il faut minimum combien de moyens? En général, il n'y a pas de minimum, si on peut dire. Pour d'autres universités, il y a un minimum pour entrer en master. Mais pour Paris Saclay, il n'y a pas de minimum. Bon, je ne sais pas s'il y a un minimum, mais je ne pense pas. Mais en général, il faut avoir de très bonnes notes et être classé parmi les meilleurs. Parce qu'en général, ils demandent aussi le classement dans le master. Donc, ça aussi va en ma faveur. Ok. Et le financement pour la thèse, j'imagine que c'est quand même supérieur au financement de la bourse. Bien sûr, bien sûr, c'est très supérieur parce que c'est très supérieur, ça c'est sûr. Très supérieur. Okay. Parce que justement, ici en France, sur la thèse, déjà en thèse, techniquement, tu n'as plus le statut d'étudiant. Techniquement. Donc, en gros, la thèse, c'est un travail, si on peut dire. C'est un travail. Justement, c'est un travail. Tu as ton bureau, tu travailles sur un projet précis pendant un nombre de temps précis, tu as un salaire précis, donc, Ok. Bon, je sais pas si c'est permis. Est-ce que tu peux nous parler un bref résumé de ta thèse actuelle, ce que tu fais actuellement, sujet, motivation, enjeu, bon, je sais pas si c'est pas bon, si c'est pas nécessaire, parce que il y a des choses que c'est personnel. Oui, il y a des sujets qui sont confidentiels, mais déjà dans ce que je peux dire, en gros, je fabrique des LED de nouvelle génération. Ok, LED emitting direct. Exactement. Et en gros, l'idée, c'est parce que on travaille en partenariat avec une entreprise dont je ne peux pas dire le nom, mais une entreprise qui fait dans tout ce qui est équipement pour automobile. Et en gros, les LED de nouvelle génération que je fabrique, c'est pour améliorer la résolution des écrans des voitures électriques. Parce que justement, les applications visées derrière, c'est tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Et donc, pour ça, il faut vraiment fabriquer des dispositifs de pointe. Donc, en grosso modo, c'est sur quoi je travaille. Ok. Et tu es en deuxième année, tu es en train de finir la deuxième année ou bien tu as déjà fini la deuxième année? Là, j'ai commencé la deuxième année en octobre, oui. Ok. Et la thèse, c'est combien? 4 ans? Non, ici en France, c'est 3 ans. Ah, donc ça veut dire que tu finis d'ici l'année prochaine, tu auras terminé. Oui. Bon, l'année prochaine, là, j'ai commencé la deuxième année. Donc, l'année prochaine, j'aurai fini la deuxième année. Et donc, l'année d'après, j'aurai fini. Ok. Good. C'est bien. Une bonne chose. Ok. Maintenant, la dernière partie, on attend la dernière partie qui sera quelques conseils motivants que tu peux adresser à tes petits qui veulent candidater aux bourses ou bien qui veulent faire des demandes d'admission dans les universités. Donc, ça va être axé sur 5 points. OK. Le premier point, c'est quels sont selon toi les principaux atouts d'un bon dossier de bourse? Les principaux atouts d'un bon dossier de bourse, c'est premièrement, je dirais avoir... bon, là, ça dépend principalement de l'université pour laquelle vous postulez, mais le principal atout, c'est d'avoir de bonnes notes. Parce qu'en général, les universités ne savent pas du tout ce que vous faites de votre côté, ne savent pas du tout comment ça se passe. Donc, le premier critère flagrant sur lequel ils peuvent évaluer votre dossier ou évaluer votre candidature, déjà, ce sont les notes, parce que les notes, c'est la première des choses qu'on voit. Ensuite, il faut une cohérence dans le dossier. Tu ne peux pas dire que tu as fabriqué le bois, ensuite tu vas fabriquer le fer. Non, il
Ça n'a absolument aucun rapport. Donc, il faut une certaine cohérence dans le dossier, c'est-à-dire dire que, bon, dans le passé, tu as déjà eu à faire ceci, cela. Maintenant, dans le futur, tu dois faire ça. Et la cohérence doit se voir de façon naturelle. C'est-à-dire, eux-mêmes en lisant, ils doivent voir que c'est cohérent ce que tu dis. Ensuite, il faut oser. Il faut oser. Il faut chercher l'information parce que si tu n'as pas l'information, tu ne sauras pas. Moi, si on ne m'avait pas dit qu'il y avait des bourses, je ne serais pas là. Présentement, peut-être je serais encore au Cameroun en train de faire je ne sais quoi. Mais, on a même fermé justement, étant donné qu'on a même fermé l'accès au doctorat, donc peut-être je serais en train de faire autre chose. Mais bon, voilà. Et donc, il faut oser, il faut prendre de l'initiative, il faut aller à la chasse de l'information, il faut se renseigner, il faut suivre les vidéos sur YouTube, il faut chercher. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort parce qu'il y a certains ici au Cameroun qui disent que bon, je suis au Cameroun, je mange, je dors, je suis en santé, tout va bien. Mais si dans la vie tu as des objectifs assez élevés, il faut savoir qu'il faut sortir de ta zone de confort pour trouver les moyens qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs-là. Oui. Bon, en fait, quand je disais les principaux atouts d'un dossier de bourse, c'est vraiment au niveau de la candidature. Donc, par rapport, puisque on a plusieurs documents qu'on constitue pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, quand je disais les atouts, c'est vraiment les pièces. Puisque tu as déjà parlé de, je pense que tu as parlé de la note, des notes de MGP. Voilà, ça, c'est un atout. Non? Est-ce qu'il y a encore d'autres atouts comme ça? Bon, peut-être la lettre de motivation, la lettre de recommandation. La lettre de motivation, ça joue énormément dans la candidature. Parce que la lettre de motivation, en quelque sorte, c'est un résumé de tout ce que tu as fait, de ce pourquoi tu postules. Donc, la lettre de recommandation joue énormément. Il y a beaucoup d'amis que je connais qui font des formations spéciales sur comment rédiger des lettres de motivation, etc. Oui. Donc, c'est vraiment un atout très important. Des fois, même si, en termes de notes, c'est pas trop ça, la lettre de motivation peut rattraper le coup. Exactement. Il y a la lettre de motivation et la lettre de recommandation aussi. La lettre de recommandation, en général, c'est signé par les professeurs d'université. Donc, pour les lettres de recommandation, en général, il faut garder de bonnes relations avec ces professeurs. Parce que si tu parlais avec un professeur qui ne te connaît pas, il va te dire, non, mais je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je te recommande? Donc, en général, il faut garder de bonnes relations avec ces professeurs. Et implicitement, il faut se démarquer pendant les cours, c'est-à-dire faire bonne impression auprès de ces professeurs. Comme ça, ils seront fiers de te recommander parce que ça va jouer aussi énormément. Il faut aussi le CV. Parce que le CV, en général, de nos jours, les CV, de nos jours, il y a certaines universités, certaines personnes qui examinent les CV avec l'intelligence artificielle. Donc, si peut-être tu as fait ton CV d'une façon bizarre, il met de l'intelligence artificielle et que ça ne sort rien d'intéressant, c'est comme ça que ta candidature peut se perdre quelque part. Donc, il faut faire des CV de façon technique pour être sûr personnalisé pour être sûr que ce soit un humain qui lise ton CV ou que ce soit une intelligence artificielle qui puisse directement capter les différents points qui vont apporter un plus dans ta candidature. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, globalement, je dirais les notes, CV, lettres de motivation et lettres de recommandation. Merci. Après, là, c'est particulièrement pour les pays francophones comme la France. Pour d'autres pays, ils demandent souvent un test de langue aussi, mais bon, là, c'est autre chose. Bon, si tu dois aller dans un pays où on parle anglais et qu'on a besoin de connaître ton niveau d'anglais, il va falloir un niveau d'anglais. Ça, c'est évident. Bon, et maintenant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont encore après, tu as quand même eu déjà à travailler avec plusieurs personnes pour les bourses qui t'ont demandé des conseils et autres. Je suis sûr que c'est arrivé. Donc, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les erreurs que tu vois souvent chez ceux qui postulent et comment les éviter? La principale erreur que je vois souvent chez ceux qui postulent, déjà, c'est de ne pas parler d'activités extrascolaires. Parce qu'on va pas se mentir, au Cameroun, en général, les activités extrascolaires, on a tendance à négliger ça.
Donc ça, c'est une très grosse erreur que je vois en général. Et c'est un peu dommage parce que ça fait beaucoup de différence. Parce qu'en général, ceux qui postulent, ils auront des bonnes notes, ceci, cela, machin truc. Mais ce qui fait vraiment la différence, il faut vraiment quelque chose de particulier qui fait la différence entre toi et ceux qui postulent. Donc déjà, comme une grosse erreur que je vois, c'est le manque d'activités extrascolaires. Et aussi, des fois, je vois des gens qui écrivent, ils écrivent juste pour écrire. Ils ne suivent pas une logique dans ce qu'ils écrivent. Des fois, ils écrivent, ils mettent des fautes. Bon. Pourtant, en général, les fautes, c'est quelque chose qui disqualifie automatiquement. Des fois, ils écrivent, ce n'est pas cohérent. Ils disent qu'ils ont fait un truc dans le passé, mais ils postulent pour un truc qui n'a absolument rien à voir. Ils n'essayent pas de montrer comment c'est cohérent. Donc ça aussi, ça disqualifie beaucoup. Et aussi, il y a certaines personnes qui n'ont pas de gens pour les recommander. Oui. Et en général, tu ne peux pas postuler si tu n'as pas de recommandation. Si tu n'as pas de bonnes recommandations. Bonnes recommandations. Non. Oui. Oui. Donc, c'est à peu près ces éléments-ci qui disqualifient en général. Et aussi, ceux qui postulent vers les fermetures de dates de candidature. Oui. Ça aussi, ça joue énormément. En général, c'est mieux de postuler le jour d'ouverture de la date de candidature. Donc, en général, c'est mieux de préparer ton dossier à l'avance. Comme ça, dès lors que la candidature s'ouvre, tu postules. Et là, tu es parmi les premiers dossiers à être traités. Wow. Parce que ce que tu dis là, j'ai entendu ça chez plusieurs personnes qui me disaient que généralement, il y a la majorité des bourses, aussitôt que tu candidates, si ton dossier est propre, tu passes à la prochaine étape. Justement, oui, ça se fait assez rapidement parce qu'ils savent que, en général, la procédure de visa, ça prend énormément de temps. Donc, ils essayent de faire ça le plus rapidement possible. Comme ça, sur le côté, on a le temps pour faire tout ce qui est démarches administratives. Wow. OK. Et que dirais-tu à un étudiant africain ou international qui doute vraiment de sa légitimité à postuler à la bourse IDEX? S'il doute, en réalité, le truc, c'est qu'il faut savoir se jeter à l'eau. C'est-à-dire, en restant dans ton coin et en doutant, ça ne va absolument pas faire bouger les choses. Ce qui fait bouger les choses sont les actes concrets. Ouais, donc, il faut poser des actions concrètes. C'est-à-dire, même si tu doutes, tu postules, ensuite tu vois. Si tu es pris, c'est une bonne chose. Si tu n'es pas pris, c'est pas grave. Tu essaies d'améliorer ton dossier, d'avoir de meilleures notes et tu repostules pour l'année qui suit. J'ai des camarades, ils ont postulé une année, ça n'a pas marché. L'année qui suit, ils ont postulé, ça a marché. D'autres, ils ont postulé une fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. Une troisième fois, ça a marché. Donc, il faut se jeter à l'eau. Ouais. En plus, on ne perd rien de toute façon. Parce que pour postuler, on ne te demande pas une somme d'argent que tu dois. Il faut se prendre ton temps pour pouvoir travailler tes documents et autres. Et puis, tu déverses dans le site. Justement, pour postuler, tu ne payes absolument rien, c'est gratuit. Il faut juste que tu aies la connexion et que tu travailles tes documents et tu envoies tout sur le site et c'est tout, hein, c'est fait. OK. Et maintenant, quelle est ta phrase de motivation préférée que quand tu es dans les moments vraiment difficiles, tu dis pour vraiment te galvaniser? Ma phrase de motivation préférée, là, en réalité, ce n'est pas une phrase. Bon, moi, particulièrement, j'aime les dessins animés. Okay. Et donc, particulièrement dans Bleach, il y a un mot qui se dit, en général, lorsque tu as la rage et lorsque tu veux te motiver, c'est Bankai. Donc, en général, quand je sens beaucoup trop de pression sur moi et que j'ai beaucoup de choses à faire pour me motiver, je dis juste Bankai. Et en gros, ça me motive, ça me pousse à donner le meilleur de moi et ça me pousse à me battre pour avoir ce que je veux. Donc, et Bankai, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça n'a pas principalement de signification, mais en gros, c'est en quelque sorte une libération, c'est-à-dire tu libères tout le potentiel qui est en toi. Donc, c'est comme ça que ça peut se traduire.
Ok, ok. Et puisque tu seras docteur d'ici 2 ans, Oui. que signifie vraiment la réussite pour toi? Pour moi, la réussite, bon, sur le plan professionnel, la réussite, pour le plan professionnel, pour moi, la réussite, c'est de laisser une trace de moi. C'est-à-dire, si par exemple, je travaille sur un domaine précis, il faut que dans ce domaine-là, que je laisse une trace précise de moi. C'est-à-dire, dans ce domaine précis, lorsqu'on parlera de ça, il faut qu'on parle aussi de moi. Oui. Pour moi, c'est le plus grand synonyme de réussite. Laisser une trace dans ce que tu fais dans ton domaine. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok, monsieur Dylan. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as encore d'autres informations peut-être ou bien d'autres trucs que tu aimerais partager? Je sais pas. Moi, ce que je peux dire globalement à tous ceux qui veulent postuler pour la bourse, c'est de chercher. Le plus important, c'est l'information. Et pour avoir l'information, il faut chercher. Je pense que moi, honnêtement, je pense que dans toutes les filières, il y a une bourse. Peu importe le pays où ça se trouve, il faut juste savoir chercher. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort en disant que bon, les choses vont se faire naturellement. Non. Des fois, dans la vie, il faut savoir bousculer le destin. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, les choses ne vont pas se faire naturellement. Donc, il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Et c'est tout, hein. C'est tout ce que je peux dire. Il faut chercher. Ok. Bon, et pour moi, est-ce que tu as quelque chose à me dire pour l'initiative? Non, mais là, vraiment, j'apprécie beaucoup l'initiative que tu fais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le peuple souffre faute de connaissances, faute d'informations. Et là, vraiment, avec des initiatives comme ça, des vidéos YouTube et tout, ça permet de sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Et là, vraiment, c'est vraiment une bonne action. C'est vraiment très bien. C'est quelque chose à vraiment valoriser et à encourager surtout. Merci beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de courage dans ce que tu fais et vraiment continue dans ce sens-là. Ok, merci. Donc, on arrive à la fin de notre échange. Donc, je remercie déjà tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Et je vous invite vraiment à liker la vidéo et à partager parce que plus vous likez, plus YouTube recommande la vidéo à d'autres personnes que ça peut aider. Et si vous avez la possibilité aussi de copier le lien pour mettre sur un statut WhatsApp ou bien dans un groupe WhatsApp, ça peut toujours aider. Et si vous avez aussi des commentaires, laissez les commentaires, posez des questions. Et si vous avez si vous avez encore toujours des trucs que vous voulez savoir, vous rejoignez la chaîne WhatsApp qui est en description ou bien dans les commentaires. Si vous voulez peut-être discuter avec Nidel, vous me contactez juste et on va trouver un moyen. Donc vraiment, merci beaucoup Nidel, merci infiniment pour tous ces échanges. Vraiment, ça va beaucoup aider, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc vraiment que Dieu te bénisse et vraiment merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer par rapport à mon parcours et vraiment que Dieu te bénisse aussi pour tous les efforts que tu fais pour sensibiliser la jeunesse et la nouvelle génération. Ok, merci.